tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The problem is you trying to live two different lives. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog sur le tant attendu Spider-Man No Way Home. Ça fait un bout de temps que les gens l'attendent, qu'ils attendent certaines révélations, certains événements particuliers qui vont se passer dans ce film, et malgré le fait que tout le monde les attende, je ne peux pas les spoiler dans le vlog, sinon tout le monde va me gueuler dessus, donc il y aura une partie avec et sans spoiler dans ce vlog. La partie avec spoiler sera cela dit beaucoup plus grande, puisque sans faire des spoilers, c'est pas facile de parler de ce qui se passe dans ce film. Spider-Man No Way Home, le troisième film Spider-Man du MCU, démarre immédiatement là où s'est arrêté Spider-Man 2, ce qui m'a beaucoup surpris, parce que je sais, si vous vous souvenez, quand j'avais terminé Spider-Man 2, j'avais dit, vous allez voir qu'avec la grosse révélation qu'ils ont mis à la fin de Spider-Man 2, donc à la fin de Spider-Man 2, le Daily Bugle, je sais plus comment s'appelle le journaliste, mais le Daily Bugle révèle à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man, et comme on avait déjà eu ça plus ou moins dans le premier film avec Tante May qui découvrait que son neveu donc était Spider-Man et qui faisait un What the fuck, et puis d'un seul coup le film s'arrêtait et tout bordel, je m'étais dit évidemment ils vont faire la même chose pour le suivant parce que ces nouveaux Spider-Man sont pas dans le style on veut que notre Spider-Man apprenne quelque chose, qu'il perde quelque chose, qu'il ait un danger, qu'il ait quoi que ce soit, etc. etc. Donc, je m'y attendais pas du tout, mais ce troisième film démarre immédiatement après le deuxième film, donc il me donne tort sur sur toute la ligne à ce niveau-là. Peter Parker est donc outé comme étant Spider-Man, il a plusieurs conséquences qui lui tombent sur la gueule, notamment la mort de Mysterio, puisqu'évidemment c'est comme ça que tout le monde a su qu'il était Spider-Man. Sa vie privée commence à être atteinte par sa vie publique de Spider-Man, et la vie de son entourage également. Et du coup, il décide d'aller demander de l'aide à Doctor Strange, il lui demande de jeter un sort qui va faire oublier à tout le monde qu'il est Spider-Man. Sauf qu'il a des doutes au dernier moment, et donc ça fait foirer le sort de Strange. Du coup, le multivers s'ouvre, et d'anciens ennemis de Spider-Man commencent à débarquer. Alors pourquoi exactement? Parce que Peter Parker donc a dit au dernier moment « Je voudrais que tous ceux qui savaient que j'étais Spider-Man s'en souviennent après ce sortilège ». Ce qui déjà te montre à quel point c'est parfaitement écrit comme histoire. Parce qu'au moment précis où il dit cette phrase, le monde entier sait qu'il est Peter Parker. Donc si le sort avait eu lieu, etc., en gros, le sort, il aurait aucun impact sur le réel, en fait. Si tu fais un sort pour que tout le monde t'oublie, et à la fin tu dis, en fait, je voudrais que tous ceux qui savent que j'étais Spider-Man s'en souviennent, bah finalement, plus personne n'a oublié qui tu es, donc bref. On va commencer tout de suite par ça, peut-être, parce que je peux pas avancer plus loin dans l'histoire. Évidemment, donc Spider-Man va devoir essayer de mettre certains des ennemis hors d'état de nuire, mais d'une façon qui est complètement farfelue, qui n'a aucun sens, qui marche pas du tout, qui est pas logique par rapport au scénario qu'ils ont écrit, etc. Vraiment bref. Mais du coup, ils vont devoir essayer de s'en sortir. Et donc oui, si je peux commencer à faire des critiques un peu plus globales, pas entrer tout de suite dans le détail, puisqu'on arrivera avec les spoilers, franchement, ça a aucun sens au niveau de l'écriture. La plupart des choses qui sont écrites n'ont aucun sens. La plupart des comportements des personnages n'ont pas de sens non plus, par rapport au moment où on les a récupérés dans leurs univers respectifs. Plus ou moins selon les personnages, évidemment, ça dépend lesquels, mais c'est quand même un peu particulier. Donc ça, on s'y attendait, c'est mal écrit, c'est pas bien justifié, ça a pas beaucoup de sens logique, c'est pas pertinent par rapport à ce que ça ramène dans le scénario, il y a rien de très créatif et de très intelligent qui est fait avec tout ça. Au final, qu'on ait des monstres qui débarquent d'anciens Spider-Man ou pas, ça reste juste un film où Spider-Man doit affronter des personnages monstrueux, et comme on récupère des monstres qui viennent d'autres films, il n'y a pas la charge émotionnelle particulière, le lien entre ce Spider-Man et cet ennemi particulier, ce Peter Parker et cet ennemi particulier. C'est juste, il y a des gens qui débarquent et tu dois les arrêter, et puis du coup, t'as pas vraiment de lien avec tout ça, quoi. J'y reviendrai dans la section spoiler, vous en faites pas. C'est pas très bien écrit, c'est pas très intéressant. Et comme je l'avais dit en analysant les différentes bandes annonces, c'est pas très intéressant visuellement non plus. Tous les environnements sont d'un lambda absolument incroyable. Il y a un moment où on va dans un super appartement, l'appartement dans lequel vit Happy Hogan, donc l'ancien assistant de Tony Stark, qui maintenant est mort, Tony Stark. Et on va dans son appartement pour faire un truc, et genre tu vois que c'est censé être un truc de riche, etc. Mais l'environnement est jamais filmé de façon à ce que ça ait l'air badass, que ça ait l'air d'être un environnement de riche, que ça ait l'air classe, que ça ait l'air coquet, que ça ait l'air luxueux, etc. T'as toujours juste... C'est filmé tellement près, la plupart du temps, des personnages, que généralement tu vois juste la vitre qui donne sur la ville de New York, et tu vois beaucoup plus l'extérieur de l'appartement que l'appartement lui-même, enfin bon bref. C'est pas très créatif en termes d'environnement, c'est pas très créatif en termes de ce qui est fait avec les environnements, et typiquement, toute la baston qu'ils nous ont montré dans la bande-annonce avec la Statue de la Liberté en dessous d'échafaudage, toutes les critiques que j'ai pu faire dans ma critique de la bande-annonce tiennent pour le film. C'est vraiment, t'as ce lieu, t'as la Statue de la Liberté pour te battre avec des ennemis,
dont un ennemi qui peut devenir géant parce que l'homme sable peut devenir du coup plus gros parce qu'il peut aspirer le sable de la baie et tout le bordel, et jamais tu fais un truc avec l'homme sable et la statue de la liberté en face, avec juste deux visages qui sont en face à face. La statue de la liberté, elle est cachée pendant toute la scène de baston derrière les échafaudages disparaissent petit à petit au fur et à mesure que les personnages se battent, mais grosso modo tu la vois jamais, et alors elle porte le bouclier de Captain America, et on sait pas pourquoi en fait exactement. Parce que du coup, ça change quand même vachement le sens de la Statue de la Liberté, qui passe d'un symbole d'accueil à un symbole de défense avec le mec posé là, ça fait un peu intégriste, ne rentrez pas dans notre pays, tout le bordel. Enfin, et si c'est pour le côté héroïque, ça a jamais été expliqué dans le film, il y a jamais eu de truc véritablement pour te parler de Captain America. Peut-être que c'est lié à la comédie musicale qu'ils font sur lui dans Hawkeye, mais alors j'ai pas regardé Hawkeye pour l'instant. Mais il y a un décor à la toute fin du film qui vient clairement de Hawkeye. Je crois d'ailleurs que ce film a été fait au dernier, enfin ce plan, le dernier plan qui est montré doit avoir été tourné au tout dernier moment parce que le film devait pas sortir à cette période-là en principe, et je pense qu'ils ont fait ce plan spécifiquement pour qu'on soit dans la période de Noël du coup en terminant le film. Et donc ouais, ce dernier plan, je suis persuadé qu'il a été fait au dernier moment parce que c'est ultra mal animé. La course de Spider-Man fait ultra rigide et ultra sèche, enfin vraiment pas très fluide et pas très, y a pas de vrai sentiment de vitesse. La caméra va dans absolument tous les sens, dans tous les angles, dans tous les machins, mais à aucun moment t'as vraiment de sentiment de vitesse parce que tu vois pas justement le décor défiler derrière, etc. à une bonne vitesse. Tu as l'impression d'être toujours au même endroit, donc t'as l'impression de faire du surplace et en même temps d'avancer vite. Alors, le plan est dégueulasse. Quoi qu'il en soit, rien ne vient expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce bouclier de Captain America qui est sur la Statue de la Liberté dans cette série, dans ce film précisément. Peut-être que c'est dans la série Hawkeye du coup qu'ils expliquent ça, mais là dans le film, il n'y a aucune explication. Et je suis Grace Randolph, qui est une critique américaine. Je crois que elle regarde Hawkeye, et il me semble pas qu'elle sache pourquoi est-ce qu'il y a le bouclier sur la Statue de la Liberté. Donc ouais, ces décors-là, enfin aucun décor n'est particulièrement prenant, n'est particulièrement intéressant, n'est particulièrement créatif. Je dirais que peut-être le truc le plus créatif, c'est que ce bouclier qui est sur la Statue de la Liberté, à un moment, va tomber, et du coup, ça fait comme une petite arène de combat, et donc quand t'as un personnage qui se bat dessus, il y a un petit peu de personnalité avec cet environnement et ce décor-là, quoi. Mais c'est vraiment une touche, un chouïa, une crotte de personnalité à la base de la Tour Eiffel, de la Statue de la Liberté. Je me mets à mélanger mes monuments historiques. D'ailleurs, quelqu'un à un moment dit que, je crois que c'est Bugle, le chaos suit toujours Spider-Man, et tu fais, non, pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment un chaos, et surtout, en quoi est-ce que Spider-Man serait très différent des autres Avengers? Parce qu'on a commencé déjà à faire un espèce de délire sur, finalement, les Avengers, ils sont responsables des dégâts, etc. Pourquoi est-ce qu'on cible spécifiquement Spider-Man par rapport aux autres? Je sais pas, ça me paraît un petit peu compliqué. C'est pas intéressant en termes de scénario, c'est pas intéressant en termes de décor, c'est pas intéressant en termes de lumière non plus, elles sont pas particulièrement intéressantes ou prenantes. Il y a un ou deux plans qui ont parfois une lumière un petit peu sympathique, un petit coucher de soleil, etc. Mais ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien. Je m'étais posé la question à un moment, il y a un plan où t'as Spider-Man qui est en train de voltiger entre des tours électriques haute tension. Je m'étais demandé en voyant le plan dans l'abondance, je me dis mais ça sert à quoi ce plan? Est-ce que ça montre quelque chose? Est-ce que ça dit quelque chose sur lui? Est-ce que je voyais pas exactement ce que ça pouvait faire, et effectivement tu regardes le film, tu vois pas ce que c'est juste que c'est un plan où le soleil est en train de se coucher, donc t'as une petite silhouette quand le soleil est en train de se coucher. Le soleil ne se couche que parce que la scène suivante va se dérouler de nuit, parce que du coup ça fait un truc plus sympa pour les éclairs, parce que tu vois bien les éclairs dans la nuit, alors que dans le jour tu les vois moins. Et ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de portée, ça n'a pas de machin. Aucun plan n'a vraiment de sens, aucun plan n'a vraiment d'impact, aucun plan n'est particulièrement intéressant, particulièrement bien composé ou quoi que ce soit. C'est de la soupe de base à la Marvel. Il y a rien de plus à dire en termes de réalisation, c'est de la soupe. On est très loin du travail de Chloé Zhao dans Eternals. Il y a un plan qui est intéressant, c'est en début de film, il y a un plan séquence qui se déroule dans l'appartement de Peter et Tante May, qui est un très long plan séquence qui va depuis l'entrée, qui va dans la chambre de Peter, qui retourne dans le salon avec la caméra qui tourne un petit peu dans tous les sens, etc. T'as beaucoup de discussions entre les personnages et tu veux faire sentir une espèce d'atmosphère un peu chaotique parce que tout le monde est en train de se parler les uns au-dessus des autres. Et du coup, avec une caméra qui est constamment en train de bouger, constamment en train de tourner, il y a un côté un peu désorientant, un peu chaotique, qui colle bien du coup à ce que tu essayes de montrer de sa vie quotidienne à l'heure actuelle. Il y a aussi un petit travelling compensé qui est là pour faire sentir du coup le Spider-Sense de Spider-Man. Quand il commence à sentir quelque chose arrive, d'un seul coup t'as la caméra qui, je suppose qu'elle doit reculer ou avancer et dézoomer, un truc dans ce genre-là. J'arrive pas à voir exactement dans quel sens c'est fait. Enfin en tout cas, voilà, un petit travelling compensé du coup qui est un petit peu esthétique, un petit peu sympathique, qui montre du coup qu'il voit un danger arriver. Mais même ça, tu comprends pas trop comment est-ce qu'il l'a senti parce que il devrait le sentir depuis très longtemps en vérité. Enfin, je sais pas pourquoi est-ce que là d'un seul coup maintenant. Bon bref, les combats sont nuls. Ils sont vraiment juste nuls. C'est des gens qui se donnent des nions et qui se balancent des trucs à la gueule, et t'as vraiment jamais de travail de
Rien que de la vitesse avec laquelle un truc t'arrive sur la gueule, etc. T'as pas vraiment d'enchaînement intéressant, tu dois avoir une prise de MMA par-ci par-là toutes les 10 minutes pour essayer de faire « Oh, regardez, c'est Spider-Man, il se bat un petit peu spécialement », mais c'est quasi jamais présent. Donc c'est même pas divertissant à ce niveau-là, je dirais, quoi. Au niveau des scènes d'action, quoi, c'est du coup de poing de base, et il y a vraiment rien d'intéressant de proposer en dehors de ça. Alors qu'on aurait pu proposer des choses beaucoup plus intéressantes, mais j'y reviendrai du coup dans la section spoiler. Et puis un truc qui est terrible, c'est que à chaque fois que t'as un moment où tu devrais essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet, t'as une petite musique un peu légère pour t'en sortir. C'est-à-dire que dans toute la première moitié du film, quand il est en train de gérer tous ses problèmes et de tous ses soucis avec le monde qui apprend qu'il est Spider-Man, t'as toujours une musique qui est un petit peu sympathique, un petit peu légère, un petit peu cool, alors qu'on a un petit montage de tout ce qui va pas dans sa vie. Tu devrais avoir un truc un peu plus prenant, quoi, qui prend un peu plus au trip. D'ailleurs, la musique est composée par Michael Giacchino et pas une de ses musiques les plus notables. Malheureusement, ça fait 1 ou 2 films comme ça où il fait des musiques qui sont un petit peu anecdotiques, mais généralement c'est quand il a pas grand chose à proposer, quand il a pas le temps de proposer grand chose surtout. Et là, il y a d'autres thèmes musicaux qui sont réutilisés à certains moments. Et donc voilà, il a pas vraiment l'opportunité de s'exprimer. Du coup, il y a un moment où il y a bon, ça pour le coup c'est dit, enfin, je suis con de faire des secrets là-dessus, parce on sait très bien qu'il y a des personnages qui viennent d'un autre univers du coup dans le truc. Donc quand il y a Electro qui débarque, il y a la musique d'Electro qui débarque, et j'aime tellement la musique d'Electro, c'est tellement cool. Et il y a quelques musiques du coup qui reviennent des films de Sam Raimi et donc de Amazing Spider-Man également. Mais finalement pas tant que ça de composition originale et propre à ce Spider-Man. Et encore une fois, je sais pas quel est le thème de ce Spider-Man. Il en existe probablement un, hein, parce qu'en principe, c'est comme ça que tu composes une musique de film, donc il y a probablement un thème de Spider-Man. Je n'ai jamais réussi à le retenir en tête, il y a aucune chance que ça reste. La musique est complètement anecdotique. Donc voilà, déjà comme ça on commence bien, on va dans le vif du sujet. Et donc maintenant on va passer à la section spoiler et revenir précisément sur pourquoi je trouve que différentes choses dans ce film ne marchent pas. Donc, commençons par le commencement. Le sort de Doctor Strange. On ne peut pas briser le multivers, c'est-à-dire agir sur la réalité, avec un sort qui est censé simplement sortir quelque chose de la tête des gens, qui est censé faire oublier une personne. Faut qu'on m'explique dans quel monde c'est lié en fait. Il y a vraiment aucun moyen pour que enfin, je comprends pas comment est-ce qu'un truc comme ça peut fonctionner. Comme je vous l'ai dit du coup dans le résumé de l'histoire, le sort foire parce que au dernier moment, Peter dit finalement je voudrais que tous ceux qui se souviennent de qui j'étais s'en souviennent encore. Strange en fait annule son sort. On le savait pas en voyant la bande-annonce, on pensait qu'il était allé jusqu'au bout, mais en fait Strange annule son sort et l'empêche de sortir. Et le truc c'est que juste après du coup il nous explique en fait quand t'as demandé à ce que les gens qui se souviennent que tu étais Spider-Man s'en souviennent encore, t'as pété le multivers et tu fais venir des autres multivers tous les personnages qui savent que Peter Parker est Spider-Man. Alors j'avais des doutes, mais j'ai parlé à 3 personnes en sortant du cinéma qui m'ont reconnu et qui m'ont rappelé que si finalement en fait tous ces méchants-là savaient quelle était son identité personnelle. C'est juste, tu dis pourquoi est-ce que vous allez été choper ces personnages-là qui sont déjà censés être morts en fait. Il y a un truc qui est quand même, pourquoi est-ce que ça vient de n'importe quelle timeline. Quand les Spider-Man, on est en section spoiler, allez vas-y, quand les Spider-Man débarquent, ils ont grandi, ils sont plus vieux maintenant. Donc pourquoi est-ce que t'as été chercher ces personnages-là à une autre époque, à un autre moment? Pourquoi c'est quand même très particulier comme scénario. Et ça te pose plein de questions, c'est-à-dire que du coup, si toutes les personnes qui savent que tu es Spider-Man débarquent, pourquoi juste ces personnes-là en fait? Pourquoi juste les méchants? Pourquoi s'il n'y a pas Tante May qui débarque? Pourquoi s'il n'y a pas une MJ? Pourquoi s'il n'y a pas une Gwen Stacy? Et pourquoi pas plusieurs tant qu'on y est? Pourquoi uniquement ceux de ces 2 films-là? C'est un truc qui est particulier, tu vois. Tu vois le côté fanservice du film à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on pourrait aller chercher des personnages de n'importe quel univers de Spider-Man. On pourrait avoir été chercher... J'y reviendrai dans 2 secondes à ça, parce que... Mais on aurait pu aller chercher des personnages qui n'étaient pas forcément dans d'autres films et juste les faire revenir dans le truc. Mais là, du coup, t'as ces personnages-là qui reviennent. Et donc, parmi ces personnages, tu as les Spider-Man. Tu as Tobey Maguire et tu as Andrew Garfield qui viennent refaire leurs personnages. Mais là, tu te dis, pourquoi eux? Parce que genre, ok, Peter Parker sait qu'il est Spider-Man, lui-même. Mais tel que le sort a été pris, tu te dis que c'est les autres qui doivent venir, c'est pas les Spider-Man. C'est pas une explication cohérente et logique comme truc. Enfin, y a pas de raison que ça marche comme ça, quoi. Et c'est là que je me suis retenu tout à l'heure d'aller plus loin, mais on aurait pu aller chercher d'autres Spider-Man. Imaginez que ce Spider-Man ait été comme le Spider-Verse. On aurait pu aller chercher d'autres Spider-Man qui ont été rendus en live action dans d'autres trucs. Le Spider-Man japonais, là, qui a tout un truc avec un robot et tout un machin. Enfin, il y a une série spéciale. Bref, il y a une série Spider-Man japonaise qui était un petit peu délirante. Et je pense que ça aurait ajouté un truc plus intéressant que faire revenir ces 2 Spider-Man-là, parce que, en gros,
Ils ont rien à faire avec ces personnages. Ils ont rien de très intéressant à proposer parce que c'est tous le même Spider-Man. Il y a une seule différence, c'est qu'il y en a un dont les toiles viennent de son corps, et les autres, ils ont les générateurs de toiles. Ils se privent pas pour en parler d'ailleurs, pendant très longtemps dans certaines scènes de dialogue, mais c'est vraiment la seule différence qu'il y a entre eux. Si on avait eu au moins des Spider-Man avec des pouvoirs un peu différents, genre Miles Morales qui peut devenir invisible à certains moments, ça aurait pu ajouter un petit truc en plus dans les scènes de combat. Mais là, en gros, on a juste 3 versions de notre même Spider-Man, quoi. Il y a rien qui vraiment diffère entre eux, il y a rien qui change dans leur façon de se battre, il y a rien qui change dans leur technique, il y a rien qui change dans leur pouvoir. Il y a rien qui est vraiment fait de très intéressant avec ces personnages-là, en fait. Vraiment, pour moi, les moments que j'ai trouvé les plus chiants dans ce film, c'était les moments avec les 3 Spider-Man en train de se battre. Parce que ça apporte rien de plus, quoi. Et c'est juste que t'as 3 mecs avec la même combinaison, plus ou moins, mais il y a vraiment rien de très intéressant qui est apporté en dehors de ça, quoi. Et en fait, c'est ça qui m'ennuie, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont sortir de... J'ai vu la réaction des gens dans la salle, hein. Dès que t'as Andrew qui est apparu, c'était ouais! Dès que t'as Toby, ouais! Quand t'as, pareil, comment il s'appelle le mec, Daredevil qui débarque, ouais! Ils étaient tous complètement dingues, quoi. Et tu fais, mais vous êtes dingues avec juste le fait que ça existe. Vous êtes en train d'être foufou là sur votre fauteuil avec le fait que on a fait venir un personnage d'une autre licence. Mais ça suffit pas ensuite pour faire quelque chose d'intéressant. Il suffit pas juste de récupérer un personnage d'une autre licence et de la faire venir dans la tienne pour faire quelque chose d'intéressant. Faut essayer de dire quelque chose avec eux. Faut essayer de raconter quelque chose. Faut que ça augmente quelque chose à ton histoire, à ton aventure. Typiquement avec Miles Morales, les autres Spider-Man avec leurs pouvoirs à eux spécifiques, même le Spider-Cochon par exemple, ils apportent quelque chose d'intéressant, ils ont un pouvoir en plus, ils ont quelque chose qui permet de l'aider différemment dans le combat, quoi. Alors que là, c'est juste 3 fois le même mec qui te raconte 3 fois les mêmes aventures, telle personne est morte, et puis tel machin, et puis mon oncle Ben, et puis Gwen, et puis machin, et tu fais... Ouais, enfin, vous êtes juste en train de résumer vos histoires, quoi. Il se passe rien vraiment de très intéressant avec tout ça. Vous servez à rien en plus. Il y en a pas un qui est plus un génie que l'autre, il y en a pas un qui est... Donc c'est ça que je trouve super chiant, en fait, avec ce film, et avec le multivers du MCU, de Marvel en général, c'est que juste... c'est fun parce que ça existe et c'est là, quoi. Et tu fais, mais au bout d'un moment, proposer quelque chose avec, enfin, faites quelque chose de plus intéressant. Les personnages, les Spider-Man ont rien véritablement à échanger en plus avec les personnes qu'elles ont combattues. Ils ont pas de moment où ils vont dire, tiens, souviens-toi de ce qui s'est passé à ce moment-là, essaye de revenir dans le truc. Tu comprends même pas pourquoi certains sont en train de se battre. T'as Sandman qui est en train d'affronter les autres Spider-Man et tu fais, mais même dans ton film à toi, t'étais gentil, enfin, t'étais moins méchant que les autres, en tout cas. Tu t'es battu contre Spider-Man à la fin, mais un peu contre ta propre envie, et puis t'as jamais eu envie d'être un méchant au final. Et pourtant, il rejoint quand même le baston avec les autres, et tu fais, mais pourquoi? Enfin, ça colle pas avec ton personnage. Oh, alors là, il faut que je finisse 2 trucs. Je finisse pourquoi est-ce que les méchants... Enfin, pourquoi est-ce que le truc de Spider-Man avec les méchants ne sert à rien, et pourquoi est-ce que les 3 Spider-Man... Bon, alors, faut que j'essaie de les faire. Il y a un truc qui est super débile, en fait, c'est que tout le film existe parce que Tom Holland ne veut pas tuer les méchants. Sauf que c'est pas ce qu'on lui demande exactement. On lui demande de les renvoyer dans leur dimension, et dans leur dimension, il leur arrivera ce qui doit leur arriver. Et en fait, Tom Holland se persuade d'un seul coup qu'il faut qu'il soigne ces personnes. Il faut qu'il leur retire leur pouvoir, il faut qu'ils redeviennent gentils. C'est incroyable à quel point ça se règle très facilement dans le MCU, alors qu'avec d'autres films qui étaient un petit peu plus terre à terre, c'était quand même compliqué à faire. Mais dans le MCU, t'as juste à faire une petite fiole et c'est bon, tout est réglé. Mais t'es en train de te dire, mais du coup, ces personnages vont quand même revenir dans leur dimension parallèle, parce que sinon, t'es en train de foutre en l'air ton univers à toi, si tu laisses des gens du multiverse dans ton univers à toi. Donc, tu vas les renvoyer dans leur dimension, et d'après ce qu'ils racontent, ils ont été pris de leur dimension juste avant de mourir. Donc, tu vas les soigner pour les renvoyer mourir immédiatement quand ils vont revenir dans leur dimension. C'est quand même complètement débile pour les personnages qui vont mourir, parce que par exemple Sandman, il était pas mort, et il avait eu sa rédemption quand même, et donc du coup tu veux faire quoi avec ce personnage-là? C'est pour ça que c'est le moins présent du film d'ailleurs, le Sandman. Il est quasi dans aucune scène, parce que sa rédemption, elle a déjà eu lieu, quoi. Donc si le but c'est d'arriver à la fin à une autre rédemption, il y a un petit doublon, un léger doublon, quand même, quoi. Et surtout, la quête de Tom Holland elle-même n'a aucun sens. Et en fait, tout son délire de ne pas vouloir renvoyer les êtres dans leur propre dimension, etc., c'est vraiment juste pour que le film existe, parce que sinon, ça n'a aucun sens, quoi. Ils sont pas censés être là, ils vont pas rester là, et donc, pourquoi est-ce que tu voudrais essayer de les résoudre, de régler le problème, avant de les renvoyer dans leur truc? C'est complètement absurde, mais vraiment, c'est écrit avec le cul comme scénario, comme tout le reste du Marvel Cinematic Universe, mais c'est vraiment écrit avec le cul, quoi. Maintenant, on en revient au Spider-Man. Autre problème avec les Spider-Man, c'est que le Tobey Maguire, il a déjà réglé sa trilogie, il était déjà arrivé au bout d'un arc et d'un accomplissement, et donc il a rien à raconter. Et donc, le seul qui a quelque chose véritablement à raconter dans ce film, c'est le Spider-Man d'Andrew Garfield, qui est toujours en train d'être traumatisé par la mort de Gwen Stacy, et qui va avoir l'occasion de sauver MJ. Un truc tellement évident, quand on a vu la scène dans la bande-annonce, que tout le monde l'a dit. Tout le monde avait prévu le truc du « Ah oui, ça va être Andrew qui va sauver pour la sauver ».
Et c'est expédié tellement rapidement, t'as aucune force, t'as aucune puissance dans ce truc. Il explique que Gwen est morte, il a jamais expliqué comment aux autres personnages. Et du coup, ça te remet pas en tête le truc. Ils auraient même pu mettre des flashs, des images du truc, ça aurait pu être intéressant. Mais non, du coup, ils en ont pas mis. Et t'as juste un moment où il rattrape MJ, et vraiment, il redescend en 2 secondes. Ils arrivent au sol, elle est saine et sauve, et lui, il est en train de chialer. Et tu dis, oui, je comprends du coup ce que t'as accompli, mais ça fait tellement grossier, ça fait tellement direct pour récupérer du coup le truc qui a pas jamais été fini dans sa saga à lui, quoi. On va arriver à une rédemption, pas à ce niveau-là, mais elle débarque en 2 secondes, elle est pas motivée, son impact reste pas longtemps, ça semble surjoué, ça semble fait exprès pour te montrer à toi, spectateur, cette scène a un impact, mais en vérité, ça serait peut-être sans doute plus intériorisé de la part d'Andrew Garfield, de Peter Parker. En fait, t'as rien de très intéressant à faire avec ces personnages, t'as pas vraiment d'accomplissement à avoir, t'as pas vraiment de... Ils apportent rien en plus au combat, ils apportent rien en plus au personnage. Ce qu'ils lui apportent, c'est de lui dire, mais en fait, autre spoiler du coup très important, Tante May, qui vient de mourir, et t'as l'autre qui lui dit, mais elle est morte pour rien, et déjà t'as envie de dire, il y a pas beaucoup de gens qui meurent pour quelque chose généralement dans la vie, donc accepte le truc, enfin, c'est pas vraiment la question. Mais les autres, ils sont là, mais non, elle est morte pour une raison, parce que moi aussi, mon oncle, il m'a dit la même chose quand il est mort, etc., et tu fais... Donc en fait, vous êtes en train de lui dire que, mais si en fait, il y avait une raison pour laquelle elle est morte, c'était pour t'apprendre une leçon en fait, c'était pour te faire comprendre quelque chose. Et tu fais donc en fait, c'est encore plus ta faute qu'elle soit morte. C'est 2 fois plus ta faute. Comment est-ce que ça peut l'aider à aller mieux? Enfin bon bref, il y a rien d'intéressant qui est fait entre ces 3 personnages. Qu'est-ce qui se passe avec ça fait 1 an qu'on nous fait chier avec réunir les 3 Spider-Man. Ils ont fait quoi? Ils ont fait 2 scènes de discussion où ils parlent de leur lanceur de toile. C'est la seule chose qu'ils abordent dans ce putain de film, c'est le seul truc dont ils parlent, c'est faire des blagues sur le fait qu'il y en ait un qui lance ses toiles directement sans avoir d'adaptateur ou truc dans ce genre-là, quoi. Rien d'autre n'est raconté. Il ne se passe rien. Rien du tout. Il y a aucune conversation qui a un peu de sens, il y a aucun véritable développement de ce qui se passe pour eux véritablement dans leur univers, d'où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui se passe, etc. Il n'y a pas d'adaptation d'un personnage à l'autre, il n'y a pas d'apprendre à se connaître, il n'y a pas rien du tout. Rien, c'est le vide, il n'y a aucune proposition faite avec les relations entre ces personnages, rien de créatif, rien, ni même en combat comme je l'ai dit du coup il y a 2 secondes, c'est le degré 0 de la créativité et de l'intérêt en général quoi, on a juste mis 3 Spider-Man dans le même film. Et c'est tout. Vraiment, les discussions qu'ils ont eues, c'est les discussions qu'on a tous eues quoi, c'est genre, ah oui, tu vas voir quand ils vont le rencontrer, ils vont se demander comment ça se fait que lui il a pas un lanceur de toile. Et ça t'ajoute quoi du coup dans le truc? Ils font du coup quelques... En fait c'est ça, ils font juste un résumé de ce qui leur est arrivé dans leur aventure. C'est tout ce qu'ils font dans ce truc-là. Ouais, du coup mes toiles elles sortent comme ça, et puis une fois j'étais très dépressif, donc du coup elles ont arrêté de sortir, j'ai eu une panne, donc ça fait la petite blague, en gros c'est une panne sexuelle, mais finalement c'est revenu, et puis une fois je me suis battu contre un alien tout noir, et puis une fois j'ai fait machin, etc. Et c'est tout en fait, ils font que comparer leur expérience, ils font que, ah bah moi dans mon film il s'est passé ça, et bah moi dans mon film il s'est passé ça, oh c'est rigolo parce que moi dans mon film il s'est passé ça, et ça ressemble un petit peu, ah ouais c'est marrant. Bon, on va se battre contre le lézard, vas-y, vraiment quoi, ils sont comme ça, t'as l'impression qu'ils auraient plus rien à se dire s'ils avaient pas à se raconter leur film. Et honnêtement, je me demandais en allant voir le film, parce que je vous ai prévenu dans mes trailers, je vous ai dit, ça ne peut pas être un bon film, c'est fait par le MCU, c'est fait par John Watts, c'est écrit par les scénaristes habituels, vu ce qu'ils ont fait avant, ça ne peut pas être bon. Mais je me demandais comment est-ce que ça peut ne pas être bon, et je me disais, ouais, il faut vraiment qu'ils en fassent rien, quoi, et je pensais pas qu'ils pourraient ne rien en faire à ce point-là. Ils n'en font rien. Rien du tout. Donc au final, ouais, c'est très bien, hein. On a revu Tobey et Andrew dans leur costume, dans un film, reprendre leur rôle, etc. Et... pourquoi est-ce qu'il faut que la foule soit en délire parce qu'on a fait revenir un acteur d'une autre version du truc, et ensuite on ne lui fait rien faire dans le film? Ils font des choses, ils bougent, ils lancent des toiles, ils se battent, mais la même chose que Tom Holland, rien de plus, rien de moins. Je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut avoir autant d'opportunités et ne rien en faire? Surtout quand ça vient plus de Sony que de Marvel quand même, ce film-là. Et quand tu vois ce qu'ils ont fait avec le Into the Spider-Verse, tu te dis putain, vous savez ce que c'est le Spider-Verse, vous savez comment le rendre intéressant, vous savez comment aller chercher des versions des personnages qui sont un petit peu différentes et tout. Ils évoquent Miles Morales d'ailleurs. T'as Jamie Foxx qui, quand il est battu, lui sort ouais, il doit bien avoir un Spider-Man noir quelque part. Je pensais que t'étais un Spider-Man, je pensais que t'étais noir parce que t'es de la veuve et l'orphelin et tout le bordel, et puis t'as pas de thune et tu viens du Queens et tout le bordel. D'ailleurs, Jamie Foxx, typiquement ce genre de truc, pourquoi avoir changé son personnage à ce point en fait?
D'un seul coup, le mec n'a plus tout ce côté un peu loser, un peu particulier, etc. Même plus sa façon de parler, qui était, c'est vrai que le mec était un petit peu barré dans sa tête. C'était effectivement, il avait deux grains qui étaient pas bien alignés, et ça faisait un petit peu cartoon presque dans son truc. Mais là, du coup, il est devenu tellement différent de l'autre version qu'en fait, c'est presque plus la version d'origine d'Electro, et autant en faire un personnage différent. Il a pas le même look, il a pas le même comportement, il a pas les mêmes pouvoirs. Ses éclairs sont jaunes au lieu d'être bleus. Parce que, dans notre dimension à nous, l'électricité, elle est jaune, elle a pas la même truc, elle vibre pas au même truc, et donc du coup, elle a pas la même couleur et tout. Je fais, mais putain, mais c'est débile. Et d'ailleurs, justement ça, tu fais... Est-ce que c'est créatif comme changement ou est-ce que c'est juste pour ressembler à ce qui a été fait dans le comics? Parce que, à part ressembler à ce qui a été fait dans le comics, parce que je crois que dans le comics, il a des pouvoirs qui sont plutôt jaunes, etc. Ça change quoi de changer la couleur de l'électricité d'Electro? À part défaire ce qui a été fait dans son film à lui, quoi. Et pareil, du coup, dans cette version-là, il a retrouvé son corps, et tu fais, mais pourquoi t'as retrouvé ton corps? Qu'est-ce qui a changé? Il a pas encore absorbé l'énergie de Stark. Notre énergie à nous, elle est différente, mais je vois pas pourquoi enfin, l'énergie qu'ils ont dans leur univers, elle est différente, mais tu vois pas pourquoi, du simple fait qu'elle est différente, d'un seul coup, ça lui restaurerait son corps, un truc dans ce genre-là. Ça a pas vraiment de sens. Pareil, j'ai adoré, tu sens que t'es dans du Marvel, hein, parce que les méchants se comportent comme des bros. Enfin, y a pas vraiment de comportement de méchant ou quoi que ce soit. T'as plusieurs scènes où ils sont tous juste réunis dans un appart à discuter, à s'envoyer des pics et des tacles et des machins, et tu fais... Et ça, c'est 6 grands méchants de Spider-Man et qui ont été pris dans la fleur de l'âge au moment où ils étaient complètement, vraiment fous contre le Peter et tout le bordel. Enfin, qu'est-ce que c'est... Ouais, c'est écrit avec le cul, quoi. C'est écrit pour qu'il se passe ce que t'as envie qu'il se passe dans ton scénario, et en dehors de ça, c'est tout. Enfin, c'est d'une absence de créativité, c'est assez catastrophique. Enfin, vraiment, je trouve ça nul. Parmi ce que les gens supputaient qu'il serait dans ce film, il y avait la question du Strange, parce que donc on l'a tous trouvé incompétent et très étrange dans son comportement, simplement parce que vous n'avez toujours pas envie de l'entendre, mais les scénaristes de Marvel sont mauvais et les personnages changent entre deux films et s'adaptent spécifiquement à l'histoire qu'ils veulent écrire et n'ont pas de continuité, n'ont pas de personnalité fixe, etc., etc. Donc évidemment qu'ils changent de personnalité à chaque film, mais donc Strange ne foire pas le sort volontairement, n'est pas le Dark Strange, qui a priori est plutôt teasé pour Multiverse of Madness. Mais donc il est juste un petit peu étrange, et il y a plusieurs problèmes par rapport à Peter, parce que il essaye du coup de récupérer la boîte. Déjà, Peter a l'air quasi immunisé contre la projection astrale. Il arrive à revenir lui-même dans son corps, il arrive à continuer à contrôler son corps alors qu'il est pas censé pouvoir le faire, etc. Tu sais pas pourquoi, il te l'explique jamais pourquoi, il te dit « Ah tiens, c'est bizarre, t'arrives à contrôler ton corps, etc. » Mais tu sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a un réflexe d'araignée, genre même quand elle est pas consciente, elle arrive à se sortir d'un truc, je sais pas, je crois pas connaître d'araignée qui fonctionne comme ça, mais t'as vraiment tout ce truc qui est complètement absurde, et ensuite t'as tout donc cette course-poursuite pour récupérer donc le cube de Reboot et renvoyer tout le monde dans sa dimension. Il y a un moment, il y a Strange qui envoie sa cape récupérer Peter, et la cape arrive à le choper, et il arrive pas à retirer la cape, donc en fait, il l'a chopé Peter. Mais d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, il l'envoie dans les dimensions parallèles, et tu fais, mais c'était fini la course-poursuite. Tu l'avais capturé, il était bloqué, il bougeait plus, tu pouvais juste récupérer la boîte en faisant 2 pas et en récupérant le truc. Pourquoi d'un seul coup tu l'envoies dans la dimension parallèle? Ça a aucun sens. Et pour s'en sortir, Spider-Man enferme Strange dans la dimension miroir, en sortant du coup avec un cercle de magie. Mais t'as envie de dire, mec, tu sais pas ce que c'est la magie, tu connais pas cet univers, tu connais pas ce truc-là. Tu sais pas ce que t'es en train de faire en laissant Strange enfermé comme ça dans la dimension miroir. Si ça se trouve, vu à quel point tu l'as bloqué, vu à quel point il peut plus bouger, vu à quel point il peut plus machin, etc., comme il arrive pas à te choper comme ça simplement directement, qui te dit que t'es pas en train de le piéger et de le condamner à rester enfermé à vie dans la dimension miroir parce que t'es reparti avec sa bague de dimension et tout le bordel, quoi. Enfin, c'est particulier comme façon de résoudre la situation quand même, c'est super étrange. Mais coup de bol, Ned a de la magie. Ça sort de nulle part, c'est justifié vite fait avec une blague comme quoi sa grand-mère lui a dit qu'ils avaient des pouvoirs magiques à une époque, mais genre, Strange a mis 7 mois, 1 an, voire plus, je me souviens plus exactement parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu Doctor Strange, mais il a mis des mois à maîtriser ne serait-ce que la téléportation dans une autre dimension. Alors d'accord, sa tête à lui était beaucoup plus dure, il était bloqué à l'idée des autres dimensions, il voulait pas trop accepter le fait, etc. Mais d'un autre côté, il voit de la magie en train d'exister en face de lui, à un moment t'arrêtes de douter, tu vois. Mais Ned, instinctivement, sans savoir comment il faut faire les choses, etc., arrive à créer des portails dimensionnels et à ouvrir des trucs. C'est lui qui fait venir les Spider-Man dans une scène molle, du coup, parce que il se passe rien, puis d'un seul coup, on va faire venir Peter, et puis, oh merde, on se gourre. Il ouvre un deuxième truc, oh, juste, un peu Peter, merde, c'est dommage, etc. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il s'arrête là. T'en fais venir 2 et tout, et tu fais, ouvre en plus. Vous avez plein de méchants, vous avez plein de personnages qui sont en train de se battre, etc. Ouvre d'autres portails, et fait venir Miles Morales, et fait venir machin, et fait venir Spider-Man 2099 ou je sais pas trop quoi. Enfin,
fais-en venir d'autres, pourquoi tu t'arrêtes à 2? C'est complètement con, surtout un personnage comme Ned, quoi, qui aime bien explorer les trucs et qui est très geek. A priori, il fait le truc, le mec, il arrête pas de faire ça avec ses bras toute sa vie, quoi, enfin, jusqu'à faire venir tous les Spider-Man du monde. Mais du coup, voilà, les deux Spider-Man débarquent vraiment un petit peu n'importe comment, t'as une scène pour montrer qu'ils ont leur pouvoir, et c'est pour ça qu'on utilise ces personnages-là, c'est pour faire, regarde, je peux tenir au plafond avec mes doigts, ah, tu veux que j'aille récupérer un truc? D'accord, je vais récupérer un truc. C'est pour faire des blagues, quoi, c'est pour ça qu'on a récupéré ces personnages-là. Et Ned continue à ouvrir des portails pendant tout le film, y compris à la fin, où il doit essayer de mettre en sûreté, du coup, la boîte de reset, et de la mettre ailleurs. Et donc pour ça, ils ouvrent un portail dimensionnel, et ils récupèrent leur boîte, et ils l'emmènent hors des méchants qui sont venus la récupérer, pour que les 3 Spider-Man puissent se battre contre eux tranquillement, etc. Manque de bol, Ned n'arrive plus à refermer le portail. Tu sais pas comment il arrive à les ouvrir, tu sais pas pourquoi il n'arrive pas à les fermer. Mais bon. Et là, n'importe quelle personne se dit, bah, soit arrête de tourner les mains, mais encore ça ne fait pas le truc, mais retire la bague. Tu pouvais même pas ouvrir des portails sans la bague. Si tu vois que le portail va pas se fermer, retire la bague et ça va s'arrêter. C'est littéralement l'idée, débranche l'ordinateur, et redémarre-le et réouvre un autre portail plus tard. Non, le mec il décide de laisser le portail grand ouvert, et du coup c'est comme ça qu'il se retrouve mélangé dans la grosse baston finale avec les autres Spider-Man, et que MJ peut être mise en danger, et que Andrew Garfield peut venir la sauver, etc., etc. Mais donc ouais, tout ce qui entoure Ned, c'est... Et en partie les pouvoirs de Strange également, du coup, puisque ça concerne aussi Ned, j'ai vraiment pas compris comment ça se déroulait du coup dans ce film-là, je trouve ça très particulier, écrit avec le cul. Pareil, le moment où il doit aller, il veut essayer de plaider sa place au MIT, et donc il doit appeler la doyenne ou je sais pas trop quoi, et au lieu de l'appeler, le mec va essayer de la choper dans le trafic, et va essayer de la trouver alors qu'elle va à l'aéroport, et il fait mais, mec, enfin t'es un débile ou quoi, tu sais pas vivre, t'as un portable, t'es un putain de Gen Z, et tu sais pas utiliser un portable pour appeler le responsable de tel truc, etc. Il sort son téléphone d'ailleurs à un moment pour essayer vite. Non, il sort son téléphone pour appeler Flash, et Flash lui dit, la meuf elle est sur la route, etc. Le mec se dit pas, bon bah je vais appeler directement le MIT, quoi, ce serait peut-être plus simple. Non, il va la voir directement. C'est absurde quand même comme genre de truc. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça en parlant de Flash, je vais le faire sinon je vais oublier. Ils font un doigt d'honneur à Flashpoint Paradox dans ce film, tout comme ils ont fait un doigt d'honneur à Superman et à Batman, du coup, avec les Eternals. Apparemment, c'est la nouvelle mode de la phase 4, parce que, du coup, Flash écrit sa propre autobiographie avec Peter Parker, et comme il s'appelle Flash, il a appelé ça Flashpoint. Et tu fais, ouais, franchement, parce qu'en plus, on sait que tout le truc du multivers, c'est en bonne partie pour être, ils avaient prévu de le faire depuis longtemps, c'est depuis Strange, grosso modo, on a annoncé qu'il y aura du multivers. Mais ils veulent prendre de court Flashpoint Paradox, ou le film Flash en tout cas, qui va sortir l'année prochaine. Et tu dis, ouais, enfin, les tacles là, ils sont vicieux pour que dalle, franchement. Mais du coup, ça me permettra, je n'ai jamais compris, quelle personne normale, qui n'est pas un super-héros, s'appelle Flash. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Est-ce qu'un gros fan de comics peut m'expliquer? Parce que j'ai jamais compris. Moi, toute ma vie, j'ai confondu, je pensais que le Flash qui était dans Spider-Man, c'était le Flash qui est dans le DCEU. Genre, c'est même pas les mêmes licences, tu vois, mais c'est tellement absurde comme nom, Flash. Tu mets pas un nom comme ça à un personnage qui est pas un super-héros. Eh ben non, c'est juste le gros con qui te fait chier à l'école. J'ai jamais compris ce truc-là. Pareil, dans les trucs pas forcément très bien écrits. Vous vous souvenez à quel point dans Amazing Spider-Man, ils se sont cassés le cul à essayer de sortir un grand pouvoir implique de grandes responsabilités sans citer la phrase directement. Et ben là, quand tu peux te permettre de carrément citer le personnage du film, des autres Spider-Man, etc., pourquoi te priver? Mettons la réplique directement. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, sorti mot pour mot, tel quel, par Tante May. Et tu fais waouh. Je veux dire, déjà vous faites pas d'effort pour le reste, vous pourriez au moins faire un effort sur la formulation d'une phrase, quoi. Ils s'en foutent. Ils ont tous les droits, de toute façon, avec le multivers et avec le fait qu'ils aient la licence Sony. S'ils veulent citer la réplique directement, ils peuvent citer la réplique directement. Et donc ça y est, on a eu le moment Oncle Ben, du coup, de l'histoire. Mais du coup, tu te demandes, mais en fait, Tante May, il est où, l'Oncle Ben, exactement? Enfin, personne n'en parle jamais dans ce truc-là, quoi. Donc, mais donc, du coup, voilà, ça y est, on a Oncle Ben, c'est Tante May, directement. C'est pratique comme ça. Et alors, pour terminer, du coup, la séquence de fin, qui n'a pas de sens non plus en termes d'écriture. Faire en sorte que tout le monde oublie Spider-Man, à péter le multivers, et faire le même sort, mais simplement dans le sens inverse, pour que tout le monde oublie Spider-Man, ça annule le précédent, ça pète pas le multivers également. Parce que, en même temps, est-ce que c'était le fait qu'il ait
fait des contre-indications au premier sort qui a pété le multivers, ou est-ce que c'est le fait qu'on ait arrêté, qu'on ait empêché le sort d'avoir lieu qui a pété le multivers? C'est pas aussi clairement défini que ça, qu'est-ce qui a pété le multivers. Et justement, ça commence un peu à faire chier parce que c'est au moins le 4e ou 5e film où on est en train de péter le multivers. Le multivers, il a été explosé. Il a pas été explosé à la fin de WandaVision, mais WandaVision est un être Nexus. Donc en principe, c'est un être qui permet de passer aux autres dimensions. Il y a tout un truc comme quoi, dans le dernier épisode de Loki, le timecode où le multivers est véritablement brisé, parce que c'est dans Loki que le multivers est véritablement brisé par la mort de Kang, ça arrive exactement au même minutage que quand Wanda devient Scarlet Witch, j'allais dire Black Widow, devient Scarlet Witch dans WandaVision. Et là en plus, on a donc le sort de Strange qui fait voir les trucs. Et en fait, t'as envie de dire, mais au final, qu'est-ce qu'il brise le multivers exactement? Parce que t'as l'impression que ça fait 3 séries et films qu'on brise le multivers et qu'on arrive au multivers, mais en fait on n'y arrive jamais complètement, parce que même à la fin de ce film, du coup, bah, le multivers il est guéri, quoi. Il y a plus de fractures, il y a plus d'ouverture par rapport aux autres trucs. Donc t'as envie de dire, au bout d'un moment, vous êtes chiant à teaser, quoi. C'est le 3e faux démarrage du multivers. Ça a pas été dans WandaVision, ça a pas été dans Loki, plus ou moins, mais ça a pas été tout à fait dans Loki, et c'est pas non plus dans ce Spider-Man là. Donc t'as envie de dire à un moment, mais vous allez briser quand le multivers, quoi. Ça commence à devenir chiant, quoi, au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font comme ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils teasent, pourquoi est-ce qu'ils font des presque, pas, après, peut-être, enfin, je comprends pas comment ça fonctionne. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Ça a encore moins de sens que d'avoir teasé l'arrivée de Venom dans le MCU, dans une scène post-générique de Venom 2, pour le faire revenir directement dans son propre univers à la fin de celui-ci, sans qu'il ait rien fait du tout. C'est dingue. Au final, c'est Eddie Brock qui va pas rester dans le MCU, a priori, ou alors il va y revenir dans le film suivant, mais en fait là, ce qui se passe, c'est que, du coup, la magie renvoie tout le monde dans son univers à lui, y compris le Venom, du coup, qui n'a rien fait dans ce film, puisque c'est pas un des méchants, du coup, qui affronte le Spider-Man, donc il a rien fait dans ce film, on a juste teasé qu'il allait être là, et finalement, il est pas là. Mais comme c'est véritablement écrit avec le cul, la magie, qui est quand même le truc absolument... Enfin, le truc absolu dans l'absolu, tu vois, quand tu lances un sort, à moins de te planter dans la formule, en principe... Quand tu fais un sort, le sort se produit, quoi. Mais là, tu sais pas pourquoi le sort a oublié une goutte de Venom. Et du coup, bah, on a laissé le symbiote dans l'univers du MCU, mais pas Eddie Brock, et le duo qui forme avec Venom, du coup, dans son film à lui. Et quelque part, c'est con, parce que, bon, ça permet au MCU de faire sa propre version de Venom, de faire une nouvelle version de Venom, peut-être du coup de corriger ce que les gens aiment pas dans la version qui a été faite jusque-là, peut-être que Kevin Feige aime pas ce Venom-là, il y a 36 façons de faire le truc, mais ne teasez pas qu'Eddie Brock va débarquer si vous allez faire un autre Venom. Si vous voulez faire un autre Venom, vous pouvez juste faire un autre Venom qui débarque dans cet univers-là, vous n'êtes pas obligé de faire un reste du Venom d'une autre licence, quoi, ça a pas vraiment de sens, ça les lie pas véritablement comme film. Ou peut-être, du coup, qu'ils feront revenir Venom et Eddie dans la véritable explosion du multivers ensuite. Mais je les vois pas faire ça, étant donné qu'ils ont laissé, du coup, une petite marque du symbiote original, et qu'ils ont donc leur version à eux, dans leur film à eux, quoi. Mais c'est quand même con, parce que, justement, on a un attachement particulier à ce Eddie et ce Venom, donc s'ils arrivaient à être un méchant dans un film, au moins ils auraient eu leurs 2 films de préparation, bon, le deuxième film est une catastrophe, mais au moins ils auraient eu leurs 2 films de préparation, pour arriver à une conclusion à la fin d'une trilogie. Peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait être intéressant, à la fin de la trilogie de Venom, de le faire rencontrer Spider-Man, etc., et de refaire, du coup, la véritable origin story. Mais... Enfin bon, bref, je trouve que beaucoup de choses ont été gâchées et peu de choses sont très intéressantes et très poussées finalement dans ce film. Et la deuxième scène post-générique, en fait, il y avait plus ou moins une bande-annonce de Doctor Strange and the Multiverse of Madness à la fin de ce film-là. Et encore, même en tant que teaser, c'est mal monté, c'est mal foutu, enfin j'ai trouvé ça très, très bizarrement fait. Il y a rien qui est vraiment mis en avant, il y a pas vraiment d'histoire, et je dois dire que pour l'instant, les images qu'on voit du coup de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ça a pas l'air particulièrement intéressant, notamment au niveau visuel. Tu pourrais croire quand même qu'avec Sam Raimi à la direction, ça aurait été plus intéressant, mais non, pas du tout. Donc voilà, on aura à nouveau un film MCU assez lambda ensuite avec Doctor Strange. Ils ont rien teasé au niveau des univers parallèles ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a un point quand même qui est intéressant, c'est qu'enfin, il a payé quelque chose pour être un Spider-Man. Enfin, il y a eu des grandes responsabilités et des grandes conséquences par rapport au fait qu'il soit Spider-Man. Ça fait 2 films qu'il en est complètement couvé, complètement protégé, que j'arrête pas de dire que du coup, bah, c'est nul. Et là, enfin, bah, il a perdu Tante May, et il a fait le choix de sortir tout le monde de sa vie. Donc, il a perdu quelque chose. Là, il a bien payé, pour le coup, ça y va, quoi. Et honnêtement, ça me surprend même qu'ils arrivent à cette conclusion-là, à la fin de ce Spider-Man-là, parce que quand tu penses que le 2 avait prévu de le faire, genre, le nouveau chef des Avengers, etc., et que là, maintenant, finalement, plus personne ne se souvient de lui, tu fais...
Où est-ce que vous essayez de l'amener, ce gamin, bordel? Vous êtes en train de l'amener droit dans le mur, c'est pas possible. Mais du coup, ça annonce quelque chose de différent pour la suite. Vous le savez, ils ont annoncé une nouvelle trilogie Tom Holland Spider-Man chez Sony et dans le MCU. Et a priori, maintenant, on va avoir le Spider-Man un peu plus adulte, jeune adulte. Il a son appartement, il va avoir des conséquences un peu plus lourdes à chaque fois qu'il fait quelque chose. Il va savoir qu'il risque de payer quelque chose à chaque fois qu'il fait un truc. Il va peut-être enfin faire un peu moins Gen Z, un peu plus adulte, avoir un peu plus de responsabilités, et peut-être que la nouvelle trilogie sera un peu plus intéressante. Mais j'en doute, notamment si John Watts et les scénaristes habituels restent aux commandes. S'ils peuvent pas faire un film ouf avec ça, avec ce concept-là, ils pourront jamais faire un film ouf. Je suis navré pour eux, mais faut qu'ils arrêtent tout de suite. Si vous avez foiré un truc qui réunit plusieurs licences, une première dans l'histoire du cinéma presque, s'il y avait eu Ready Player One, des trucs dans ce genre-là, mais là, vous êtes en train de faire le premier truc qui réunit toutes les licences et vous n'en faites rien. Si vous n'êtes pas capable de réussir ça, vous ne réussirez rien de votre vie. D'accord? C'était un cadeau de la vie, tout vous était offert pour qu'il y ait plein de choses, vous n'en avez rien fait. Faut arrêter. Maintenant, faut arrêter. Donc voilà en ce qui concerne ma critique de Spider-Man No Way Home. C'est aussi vide et insipide que je l'avais prévu. Personnellement, je n'ai pas ressenti la moindre fourmi dans le dos, la moindre excitation à l'idée de revoir Andrew et Tobey. J'étais très heureux, évidemment, de revoir le petit cul d'Andrew Garfield, mais en dehors de ça, je n'ai rien ressenti devant ce retour de ces personnages, parce qu'on ne propose pas de faire quoi que ce soit d'intéressant avec eux, dans une histoire qui elle-même n'a rien d'intéressant en soi. Donc voilà, je n'ai pas aimé ce Spider-Man. Voilà pour ce nouvel épisode de Durandal et contre les goûts des gens par rapport au MCU. La salle dans laquelle j'étais, la plupart des gens étaient quand même dithyrambiques. Il y en a quand même un ou deux qui n'étaient pas non plus ultra fous dans la salle en sortant. Donc, tout le monde ne se fera peut-être pas avoir, et je parle vraiment de se faire avoir, c'est pas juste une liberté de langage ou un truc comme ça, je pense qu'on se fait avoir avec un film comme ça. Mais bon, voilà, c'est passé, c'est fait, et maintenant peut-être que la suite sera un peu plus intéressante. Voilà donc pour mon avis sur ce film. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!